Qu'on pense aux batteries pour les véhicules électriques, aux réseaux électriques, à l'hydrogène ou aux technologies numériques, sans parler même de la défense, tous ces nouveaux secteurs extrêmement dynamiques nécessitent une importante quantité de minerais. Donc on a une combinaison qui est assez explosive, d'une demande globale qui va croître très fortement et d'une production qui est très concentrée. Beaucoup de pays qui disposent de ces ressources minérales importantes sont des pays effectivement en développement ou émergents. Et le risque qu'eux-mêmes voient d'ailleurs, c'est de rester cantonnés à l'extraction. Bonjour à tous, nous sommes en mars 2026 et nous observons, à l'heure même où nous nous parlons, une variabilité extrêmement forte des prix des hydrocarbures. Le baril du pétrole, par exemple, a bougé de 30, parfois 40 $ au cours d'une même journée. Cela montre en particulier pour l'Europe la vulnérabilité aux ressources fossiles et l'enjeu de développer des énergies renouvelables, souveraines, propres, et donc de structurer des filières, notamment d'approvisionnement en minerais critiques qui permettent de lutter contre cette vulnérabilité. Récemment, les éditions AFD ont publié un article rédigé par Étienne Espagne, Grégor Semenyouk et Hugo Laperoni sur cette question des filières de minerais critiques. Donc bonjour Étienne et merci peut-être de nous expliquer la pertinence de cette problématique. Bonjour Thomas. Donc, tu as mentionné la dépendance aux ressources fossiles. Il est vrai que la transition bas carbone crée d'autres formes de dépendance qui sont tout à fait intéressantes à analyser, que ce soit le lithium, le cobalt, le nickel, les terres rares. On a vu ces derniers mois se multiplier des tensions autour de ces ressources. La Chine, avec les restrictions d'exportation sur les terres rares, du côté des États-Unis, autour des tensions qui ont lieu avec le Groenland, et puis l'Europe qui essaie de répondre à ces enjeux au travers de différentes politiques comme le Critical Raw Materials Act, ou en utilisant la plateforme du G7 pour essayer de sécuriser les chaînes d'approvisionnement autour de l'initiative RISE par exemple. La question clé derrière, c'est comment les minerais critiques reconfigurent la géopolitique globale. Tu as parlé à l'instant de un certain nombre de minerais critiques pour la transition. Peut-être on peut passer un petit peu plus de temps pour savoir ce que sont ces minéraux, lesquels sont-ils, qui les détient. L'Agence internationale de l'énergie estime que la demande de minerais critiques pourrait être multipliée par 2 à 6. On voit d'ailleurs l'ampleur encore des incertitudes. Peut-être qu'on pourrait qualifier un peu plus la demande. Oui, par 2 à 6 d'ici 2040, suivant l'Agence internationale de l'énergie. Évidemment, ça va dépendre des minerais critiques. Qu'on pense aux batteries pour les véhicules électriques, aux réseaux électriques, à l'hydrogène ou aux technologies numériques, sans parler même de la défense, tous ces nouveaux secteurs extrêmement dynamiques nécessitent une importante quantité de minerais. Mais cette demande, donc forcément croissante dans les décennies qui viennent, va se heurter à une production qui, elle, est très concentrée. Pour donner quelques exemples, le cobalt, c'est essentiellement la République démocratique du Congo. Le lithium, c'est beaucoup le Chili et l'Australie. Le raffinage des terres rares, c'est la Chine. Donc on a une combinaison qui est assez explosive, d'une demande globale qui va croître très fortement et d'une production qui est très concentrée. Et à ce facteur-là s'ajoute évidemment la période actuelle de fragmentation géoéconomique, où des reconfigurations de blocs, indépendamment même de la question des minerais critiques, créent des possibles crises autour de cet approvisionnement. Et du coup, en réaction, les États qui érigent des barrières douanières, créent des politiques industrielles stratégiques pour créer une redondance et une autonomie stratégique sur ces minerais. Et puis, pour certains, essaient d'utiliser à leur avantage géopolitique la domination qu'ils ont de ces chaînes d'approvisionnement. Étienne, tu as évoqué à l'instant la concentration géographique des mines, par exemple de cobalt en RDC ou de lithium au Chili ou en Australie. Mais la concentration géographique n'est pas le seul critère qui peut créer une vulnérabilité géopolitique, par exemple. Il y en a d'autres, et c'est notamment l'un des sujets que vous abordez dans l'article qui est rédigé donc, avec Grégor Semenyouk et Hugo Laperoni. Effectivement, donc c'est la concentration géographique, c'est le premier réflexe. On regarde où sont les mines, dans quel pays, et du coup on en déduit des tensions géopolitiques possibles.
En réalité, ça a besoin d'être complémenté, parce que derrière la mine, il y a une entreprise. L'entreprise elle-même appartient ou correspond à une autre géographie. Et puis derrière l'entreprise elle-même, elle a des détenteurs financiers qui contrôlent la stratégie de cette entreprise. Donc c'est le contrôle par les actionnaires. Peut-être on peut donner des exemples. Et voilà, donc un exemple, par exemple, c'est la mine Mutanda au Congo. L'entreprise qui la détient, c'est Glencore. Glencore elle-même est détenue par les fonds d'investissement BlackRock, Vanguard aux États-Unis. Donc trois géographies, trois cartographies émergent de cette analyse à différents niveaux du contrôle des mines. Et du coup aussi derrière, trois types de géopolitique possibles. Alors on assiste à une forme de retour des enjeux miniers au cœur des politiques de développement, même pour des acteurs financiers comme l'AFD. Ça pose quand même immédiatement la question, quel rôle, quelle valeur ajoutée, quels avantages pour les pays en développement. On peut penser à plusieurs types d'avantages, économiques, financiers, emploi, mais aussi à des risques. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la stratégie que peuvent adopter des pays en développement issus de vos travaux ? Alors c'est une question évidemment centrale. Beaucoup de pays qui disposent de ces ressources minérales importantes sont des pays effectivement en développement ou émergents. Et le risque qu'eux-mêmes voient d'ailleurs, c'est de rester cantonnés à l'extraction. S'il y a peu de transformation locale ou d'intégration dans des chaînes industrielles plus larges, il y a un risque que les revenus fiscaux soient relativement restreint, qu'il y ait une forte dépendance aussi aux fluctuations des marchés internationaux, aux chocs internationaux, et puis aux chocs géopolitiques. Donc la transition énergétique, de ce point de vue-là, elle cache un risque de reproduire finalement des asymétries qu'on a vues dans l'histoire longue du capitalisme, on va dire. Et ça amène assez vite d'ailleurs à une question pratique à la fois pour la France et pour l'Europe. Est-ce qu'il doit y avoir un positionnement particulier pour en particulier l'Europe, puisqu'il y a ce Critical Material Act qui invite l'Union européenne et aussi ses États membres à réinvestir dans ces chaînes de valeur, mais secteur dont la plupart des acteurs du développement étaient sortis. Donc est-ce qu'il y a une voie européenne particulière ? Peut-être on parlera de la France après. Oui, alors il y a une tentative maintenant de plus en plus forte de l'Union européenne de créer une stratégie cohérente, y compris vis-à-vis de l'extérieur, donc vis-à-vis des pays producteurs, en essayant de développer des partenariats stratégiques à long terme avec les pays, en essayant aussi, du point de vue de l'Union européenne, de diversifier les sources d'approvisionnement pour éviter justement ces chocs géopolitiques ou l'impact de ces chocs géopolitiques potentiels. Mais aussi, et je pense que c'est le modèle de l'Europe derrière, des standards élevés de gouvernance et de durabilité dans la manière d'opérer les mines. Mais la réussite de cette stratégie dépend beaucoup des structures d'investissement et de propriété actuellement existantes. Et on voit dans l'étude qu'on fait avec Hugo Lapéroni et Gregor Semeniuk que l'essentiel de la détention financière des mines est plutôt du côté des États-Unis avec une émergence progressive de la Chine. Donc l'Europe doit faire encore beaucoup d'efforts. Oui, peut-être on peut dire un mot sur à la fois la France et l'Agence française de développement, l'AFD, puisque nous observons déjà des premiers investissements ou réinvestissements du groupe AFD dans le domaine de la mine avec des fins de durabilité, de gestion des transitions. Donc peut-être on peut citer quelques exemples à la fois de minerais et de pays qui peuvent faire l'objet d'investissements. Oui, alors l'AFD, depuis ces dernières années, a développé sa stratégie de minerais critiques qui repose sur une définition de ce qui est essentiel à la transition bas carbone. Donc là, l'AFD investit. Une liste blanche. Une liste blanche, voilà. Des minerais qui sont nécessaires, mais de manière moins directe, et puis d'autres minerais qui, au contraire, eux, doivent diminuer dans tout scénario compatible, on va dire, avec l'accord de Paris. Et bien sûr, ensuite, des normes environnementales et sociales que l'AFD se doit de respecter. Et du coup, le soutien, finalement, vient sur un soutien à la gouvernance, aux infrastructures qui sont liées au secteur minier, qui soutiennent le secteur minier,
à des énergies renouvelables pour les opérations minières, c'est-à-dire les opérations minières elles-mêmes sont très intenses en énergie, et donc comment assurer aussi la durabilité de ces opérations du point de vue énergétique. Et puis là, le soutien à la montée en gamme des chaînes de valeur locales. On peut citer parfois les infrastructures de transport, hein, notamment. Récemment, un dossier a été fait au Gabon pour faciliter le transport non seulement des matériaux, mais aussi des personnes avec le soutien au transgabonais, hein, donc qui est venant pour la production notamment de manganèse. Il y a d'autres exemples au Mexique, avec l'évaluation du potentiel de lithium géothermal, un projet d'efficacité énergétique donc, sur une mine en Turquie, ou encore un programme de gouvernance minière au Congo qui donne un petit peu des exemples de la palette d'intervention de l'AFD dans ce domaine. Bien, merci beaucoup Étienne, merci pour cet échange. Donc, je rappelle que tu es l'auteur d'une publication avec Hugo Laperoni et Gregor Semeniuk sur la concentration et le risque géopolitique ou géoéconomique lié à cette problématique des minerais critiques de la transition. Donc, publication que vous pouvez retrouver sur Savoir AFD, de la même manière qu'une publication un peu plus ancienne sur le potentiel minier de l'Afrique qui avait été là aussi éditée aux éditions AFD. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de l'Écho du Monde et à très bientôt.